Imaginez une seconde qu'Internet s'arrête de grandir. Fini, plus aucun nouvel appareil, plus aucun site web ne peut se connecter. Eh bien, cette crise, on l'a frôlée et aujourd'hui, on va voir ensemble la solution super ingénieuse qui nous a sauvés. Ça paraît complètement dingue aujourd'hui, n'est-ce pas? À l'heure des smartphones, des montres et même des frigos connectés. Pourtant, il y a eu un moment où c'était une menace bien réelle. Chaque appareil a besoin de sa propre adresse. C'est un peu comme une adresse postale sur l'autoroute de l'information. Et on était sur le point de toutes les utiliser. Au cœur du problème, il y avait un système qui était beaucoup trop rigide au départ. Il fonctionnait par classe. Pour faire simple, c'est comme si on ne pouvait donner que des villes entières ou des quartiers entiers, même si une seule petite maison avait besoin d'une adresse. Vous imaginez le gaspillage. Face à la croissance explosive d'Internet, ça ne pouvait juste pas durer. Bien sûr, on a tenté des choses pour régler ça. Les premières idées, c'était le sous-réseautage et le sur-réseautage. En gros, l'idée, c'était soit de découper un gros bloc d'adresses en plus petits, soit de fusionner plusieurs petits blocs pour en faire un grand. Logique en théorie, mais en pratique, ça ne faisait que repousser le problème. Oui, parce que ces ajustements ne s'attaquaient pas à la racine du problème. C'était un peu comme mettre des pansements sur une jambe de bois. Pendant que les ingénieurs planchaient sur une refonte complète du système, il fallait trouver une solution d'urgence, une vraie, pour éviter la catastrophe. Et c'est là qu'une idée brillante est apparue. Pas comme une solution pour toujours, non, mais comme une solution à court terme qui, en fait, allait absolument tout changer. Et la voici, l'adressage sans classe. L'idée était simple mais révolutionnaire. On oublie les anciennes catégories rigides et on passe à un système beaucoup plus souple. L'objectif ? Utiliser bien plus intelligemment chaque adresse disponible dans le système de l'époque, qu'on appelle IPv4. Cette image illustre le concept à la perfection. Avant, on donnait des blocs d'adresses de taille fixe, ce qui était un gaspillage monumental. C'était un peu comme donner une miche de pain entière à quelqu'un qui voulait juste une seule tranche. L'adressage sans classe, qu'on appelle aussi CIDR, a permis de faire des découpes sur mesure, pile la taille dont on avait besoin, ni plus ni moins. Bon d'accord, c'est une super idée, mais concrètement, comment ça marche? Plongeons un peu dans la mécanique. En fait, tout repose sur ce principe tout simple. Une adresse IP est maintenant coupée en deux. La première partie, le préfixe, c'est pour identifier le réseau, un peu comme le code postal d'une ville. Et la seconde partie, le suffixe, c'est pour identifier l'appareil précis sur ce réseau. On peut dire que c'est le numéro de la maison dans la rue. Et voilà à quoi ça ressemble. Une adresse IPv4, c'est une suite de 32 bits, donc des 0 et des 1. Avec ce système, on la coupe en deux. Une partie de ces bits qu'on appelle N, c'est le préfixe du réseau. Le reste, donc 32-N, c'est le suffixe de l'hôte qui identifie chaque machine. Et toute la magie du truc, c'est que la taille de N peut changer. Alors comment on sait où s'arrête le préfixe et où commence le suffixe? Eh bien grâce à cette notation toute bête, une barre oblique, un slash, suivi d'un nombre. Ce nombre nous dit exactement combien de bits sont utilisés pour le préfixe. C'est cet outil si simple qui a apporté toute la flexibilité au système. Allez, assez de théorie. On va passer un exemple concret pour voir comment tout ça s'articule. Ok, imaginez qu'on nous donne juste cette information, une adresse IP et sa fameuse notation /27. C'est absolument tout ce dont on a besoin pour trouver la plage complète de ce réseau, c'est-à-dire sa toute première et sa toute dernière adresse. Le processus se fait en 3 étapes. D'abord, on va traduire le /27 en quelque chose qu'on appelle un masque de réseau. C'est une sorte de pochoir en binaire. Ensuite, avec des opérations logiques toutes simples sur les 0 et les 1, on applique ce pochoir pour trouver la première puis la dernière adresse du bloc. Pour trouver la première adresse, on fait une opération logique qui s'appelle un « et ». Regardez, quand on applique le masque à l'adresse, l'opération va en fait copier la partie réseau et mettre tous les bits de la partie appareil à 0. Ça nous donne l'adresse de départ du réseau. Ici, 167.199.170.64. C'est en quelque sorte l'adresse officielle de ce réseau. Et pour la dernière adresse, on fait un peu l'inverse avec une opération OU. Cette fois-ci, on garde la partie réseau intacte, mais on met tous les bits de la partie appareil à 1. Et hop, on obtient la dernière adresse possible dans ce bloc, qui se termine ici par 95. Et voilà, on connaît les frontières exactes de notre réseau. Bon, alors récapitulons un peu. Pourquoi ce système, ce fameux CIDR, a eu un impact aussi énorme sur la façon dont Internet s'est développé? Le point clé, le voilà, c'est cette relation inverse. Un petit chiffre après le slash, disons /8, ça veut dire un préfixe court, et donc un bloc gigantesque avec des millions d'adresses.
À l'inverse, un grand chiffre, comme notre /27, ça veut dire un préfixe long et donc un tout petit bloc de 32 adresses seulement. C'est cette précision chirurgicale qui a tout changé. L'impact a été monumental. Le CIDR n'a pas seulement empêché la pénurie d'adresses qui nous pendait au nez, il a surtout permis à Internet de continuer sa croissance absolument folle en allouant les adresses de manière super intelligente et efficace. C'était le pont vital qui nous a donné le temps de développer la solution à long terme, l'IPv6. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que cette solution temporaire, eh bien, elle est au cœur d'Internet depuis près de 30 ans. Mais avec l'explosion de l'Internet des objets, des milliards de nouveaux appareils qui se connectent chaque année, la pression revient. La question, ce n'est plus de savoir si on aura besoin d'une nouvelle solution, mais plutôt de savoir à quelle vitesse faut la déployer. Mais ça, c'est une toute autre histoire.